les romans que j'ai lus les 2 premières semaines de novembre. Alors je suis un peu en retard puisqu'on est déjà fin novembre et entre-temps j'ai lu plusieurs autres romans que je vous présenterai une prochaine fois. C'est vrai que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo, mais maintenant elle est là. Alors, j'ai 5 romans au total à vous présenter, tous dans des genres un peu différents. On va avoir du roman historique, on va avoir du fantastique, de la jeunesse, du thriller. Donc voilà, pas mal de choses différentes. J'espère que ça vous plaira. Et on commence tout de suite avec le premier roman qui est en fait une relecture. Il s'agit de Sombre citrouille de Malika Ferjuk. Et c'est édité à l'École des loisirs. C'est un roman que j'avais lu il y a peut-être une dizaine d'années et lorsque j'ai rencontré Malika Ferjuk au Salon du Livre de Nancy en septembre, je l'ai acheté en me disant que ce serait parfait à relire pour Halloween. En fait, c'est un roman qui se passe le 31 octobre et on va suivre une famille en fait, qui vit dans un grand domaine. C'est l'anniversaire du grand-père, toute la famille se réunit et les enfants vont découvrir un cadavre. Donc c'est un roman, même si c'est un roman jeunesse qui à mon avis est plutôt indiqué pour un âge de 10 à partir de 10 ans, 10-11 ans je dirais, ça peut être un peu sombre puisque effectivement il découvre un cadavre, mais c'est un très très bon roman, je l'avais adoré la première fois, je l'ai adoré cette fois-ci. C'est vraiment un mélange d'enquête, de jeunesse et de secret de famille. Donc là, niveau secret de famille, si vous aimez ça, il y en a plein dans le roman. Et on va tout découvrir petit à petit. En fait, on va suivre le point de vue des enfants. Donc il y en a plusieurs. Il y a Madeleine qui est une adolescente amoureuse de quelqu'un qui ne la regarde pas. Il y a des jumelles dont l'une a un petit retard moteur et de langage et qui du coup est un peu différente et elle va souvent se taire et laisser sa sœur parler à sa place. Et on va avoir le garçon qui s'appelle, j'ai déjà oublié son prénom, ça craint, Simon je crois. Non, je suis même pas sûre. Alors, un instant. Hermès, aucun rapport. Du coup, on va avoir Hermès qui parle et on va suivre aussi Colin qui est un autre des enfants qui a 6 ans. Donc ça, ce sont les petits-enfants, plus ou moins. Après, on a leurs parents, en sachant que les parents sont aussi un peu particuliers. On a 2 sœurs, dont une qui est enfermée, qui est considérée comme folle, et une autre qui est très fantasque, qui est considérée comme l'exubérante de la famille. Et puis, on a 2 frères, l'un qui est décédé il n'y a pas si longtemps, et donc on a vraiment son ombre qui plane sur la famille, puisqu'il était vraiment adoré de tout le monde. Et on va avoir l'autre oncle qui est un peu celui qui est un peu moqueur, désabusé, le seul qui ose vraiment s'opposer à ses parents, donc les grands-parents du roman. Donc voilà, on va avoir tout ce petit monde, plus d'autres personnages, je ne vais pas tout vous dévoiler. Et on voit tout ça du regard donc des adolescents et des enfants. Ce qui est assez mignon, puisque forcément, ils sont témoins parfois de scènes qu'ils ne comprennent pas. Et nous, en tant qu'adultes, on comprend un peu plus ce qui se passe. Mais du coup, c'est assez chou parfois à lire. C'est aussi une histoire qui peut être émouvante par certains points. Et ça va, comme je disais, ça touche énormément au secret de famille. Et donc, on va plus particulièrement à tout ce qui va être racisme, différence de classe sociale, voilà, c'est vraiment ces thèmes-là qui vont ressortir, les préjugés qu'on peut avoir, et on va voir à quel point ça peut faire du mal, et jusqu'à quel point ça peut faire du mal à une famille et à des personnes en particulier aussi. Je ne veux pas en dire plus parce que je pense que c'est mieux de tout redécouvrir. En tout cas, moi, vu que je l'avais lu il y a plus de 10 ans, j'avais complètement oublié l'histoire. Vraiment, je n'avais aucun souvenir de ce qui se passait. Donc ça a été une totale redécouverte. Et comme la première fois, j'ai été hyper surprise par les rebondissements, en tout cas niveau secret de famille. Parce que certaines petites autres choses, on s'en doute assez facilement. Mais voilà, un super roman avec l'écriture de Malika Ferjuk que j'adore. Ça, je pense que j'en ai déjà pas mal parlé. Elle a toujours cette écriture très vive, très cynique, mais en même temps assez touchante.
et elle arrive vraiment toujours à donner une vraie vie à ces personnages, dans le sens où quand ils sont différents, on va vraiment le sentir, ils vont avoir une différence dans la façon de parler, de penser, d'agir, et là ça ressort bien. Donc un roman vraiment parfait pour la période d'Halloween. Ensuite, j'ai lu le roman Miss Elisa de Annabelle Abbs, publié aux éditions Hervé Chopin, que je remercie encore énormément pour l'envoi. C'est le 3e roman de cette autrice qui a déjà écrit Frida et La fille de Joyce, que j'ai lu tous les deux cette année. Donc j'aurais lu ces 3 romans cette année et je les ai tous beaucoup aimés, avec une préférence quand même pour Frida. Donc j'en avais déjà parlé dans un post Instagram, mais je vais y revenir un peu dessus. La particularité d'Annabelle Abbs, c'est qu'elle écrit des biographies de femmes qui ont réellement existé, mais elle les romance un peu. Et je trouve que c'est assez intéressant puisqu'elle remet des femmes en lumière qui pour la plupart sont complètement oubliées aujourd'hui. Voilà, je pense que tout le monde connaît ou a entendu parler de James Joyce, l'auteur d'Ulysse, mais très peu de personnes connaissent sa fille Lucia. Tout le monde a entendu parler de D.H. Lawrence, l'auteur de Lady Chatterley, mais très peu de personnes connaissent son inspiration qui venait de Frida. Et là, pareil, dans ce roman, on va mettre en scène Eliza Acton, qui est une jeune femme qui a écrit un livre de cuisine qui a eu un énorme succès au 19e siècle. Donc, pour résumer un peu, Eliza vient d'une famille aisée, bourgeoise, sa famille fait faillite et elle va se retrouver à devoir apporter un moyen de survivre à sa famille. Donc ses sœurs vont se retrouver à être gouvernantes et elle, avec sa mère, elles vont fonder une petite auberge et Eliza va se mettre à la cuisine. De base, c'est quelqu'un qui est très tourné vers l'art, vers la littérature. Elle écrit des poèmes, elle en a d'ailleurs déjà réussi à en faire publier quelques-uns. Et lorsqu'elle veut faire publier son nouveau recueil, l'éditeur lui dit que ça intéresse personne de lire des poèmes écrits par des femmes et qu'elle ferait mieux d'écrire des recettes de cuisine puisque c'est ça qui intéresse les gens. Et finalement, à la première vue, elle n'est pas du tout intéressée. Forcément, elle vient d'une famille bourgeoise, elle n'a jamais fait la cuisine de sa vie. Mais elle va finir par s'y intéresser, par s'y passionner même, et on va la suivre dans ses découvertes culinaires et dans son émancipation en quelque sorte. On va aussi revenir sur des secrets qu'elle cache qui sont survenus il y a quelques années lors d'un voyage à l'étranger. À côté de ça, Eliza, elle a besoin de se faire aider, donc elle va engager une fille de cuisine, Anne Kirby, qui vient d'un petit village des alentours. C'est une jeune fille pauvre qui vient d'une famille qui est assez difficile puisque sa mère est atteinte de démence précoce et son père est un alcoolique. Et son frère est parti étudier la cuisine à Londres, donc il essaye de ramener un peu d'argent pour la famille, mais c'est pas suffisant pour aider 4 personnes. Donc Eliza et Anne vont se prendre d'affection l'une pour l'autre. En tout cas, alors c'est décrit comme un roman d'amitié. Moi, je décrirais plus ça comme une relation maternelle. Je trouve que Eliza est très maternelle envers Anne. Et Anne, elle a vraiment un regard plutôt dévoué et très admiratif envers Eliza, plus qu'une amitié qui suggérerait qu'elles sont plus ou moins sur le même plan. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. J'aime bien la plume d'Annabelle Abbs, je trouve qu'elle est assez fluide, ça se lit facilement. Néanmoins, c'est pas celui que j'ai préféré pour une raison, qui est que la part de romance de fiction est beaucoup plus importante dans ce roman-là que dans les autres. Et du coup, quand on me présente une biographie, forcément, j'ai envie de lire une biographie. Alors là, c'est pas vraiment la faute de l'autrice, elle explique qu'il y a très peu de données sur Eliza et sur Anne. Du coup, elle a dû forcément broder pour les besoins de son histoire, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, ça m'a laissé un peu sur ma faim puisqu'on a plein de choses qui se passent et je ne sais pas quelle est la part de vrai ou de faux, ou plutôt je sais et globalement 70% peut-être, ou non peut-être moins, mais au moins 50% est faux. Ça n'enlève pas que c'est une excellente histoire, que c'est toujours important de remettre en lumière des femmes qui ont fait quelque chose d'important pour leur époque, qui ont bravé les conventions, qui étaient anticonformistes. Donc ça, j'apprécie énormément le travail que fait Annabelle Abbs. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que j'ai préféré Frida, parce qu'on était plus sur le registre biographique.
Ensuite, je vais vous présenter ce qui est malheureusement ma déception du mois, pour le moment en tout cas. C'est un roman que j'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio, qui était la masse critique mauvais genre, où on reçoit soit des romans policiers, thrillers, fantastiques. Et j'avais reçu le remake de Clay McLeod Chapman aux éditions Pygmalion. J'avais très hâte de lire parce que j'aime pas trop les romans qui font peur, mais là, aux alentours d'Halloween, début novembre, j'avais envie de quelque chose qui donne un peu des frissons. Dans ce roman, on va suivre, il va y avoir plusieurs époques. Donc la première époque, ça se passe dans les années 30. On a une jeune fille de bonne famille qui est un peu rejetée par tout le monde dans son village parce qu'elle est très bizarre dans son attitude, dans ses préférences. C'est pas le genre de fille qui a envie de mettre des belles robes, d'aller au bal et d'être courtisée. Elle a un côté un peu sauvage et elle va être complètement rejetée par sa famille, s'installer dans les bois, avoir une fille avec on ne sait qui et l'élever dans les bois. Et en fait, elle va se prendre d'intérêt pour l'herboristerie, pour les potions et commencer à fournir les gens du village, en secret bien sûr, puisque officiellement il la critique, il crache sur elle et sur sa fille, la traite de sorcière, mais des fois, quand la médecine ne peut rien pour eux, il n'hésite pas à aller la voir dans sa cabane pour avoir un remède. Malheureusement, un jour, elle va donner un remède qui va avoir des conséquences dramatiques et certains hommes du village vont chercher à se venger et vont brûler Ella, donc la maman, et sa fille Jessica. Pour être sûr qu'elles ne reviennent pas, en tout cas puisqu'ils sont persuadés que la fille est encore pire que la mère et que c'est vraiment le diable en personne, ils vont enterrer Ella dans la forêt, mais par contre Jessica, ils l'enterrent au cimetière du village, entourée avec une tombe qui va être entourée de barbelés, de croix, de tout ce qu'on veut, pour être sûr qu'elle ne ressorte pas de sa tombe. Et donc ça va devenir un peu une légende urbaine, l'histoire de ces deux femmes, l'histoire de ce fantôme qu'on voit parfois errer certaines nuits, qui cherche à rejoindre sa mère pour être enfin unis dans l'au-delà. Et ça va donner lieu au tournage d'un film, un film qui a très peu de moyens, qui était complètement destiné à être oublié, à être un film de seconde zone, mais des événements dramatiques et un peu fantastiques vont se passer pendant le tournage du film, ce qui va le rendre complètement culte. Et en fait, on va suivre la petite fille qui s'appelle Amber, si je me rappelle bien. Il n'y a plus marqué, mais il me semble qu'elle s'appelle Amber. Et en fait, elle est choisie pour jouer le rôle de Jessica. Il va lui arriver des choses très bizarres pendant le tournage, je ne veux pas en dire plus, et elle va en rester marquée à vie. Et ensuite, on va la suivre des années plus tard, où elle a subi une totale déchéance. Elle était très très aimée d'une poignée de fans parce que son film c'est pas devenu un succès international, mais c'est devenu un film très connu, mais c'est une niche en fait dans le domaine des films fantastiques, des films d'horreur. Elle a tout un groupe de fans acharnés qui l'ont vu 1000 fois, qui adorent ce film, alors qu'elle est complètement traumatisée par cette expérience qu'elle revit sans cesse. Et elle n'a pas réussi à faire vraiment quelque chose d'autre. Elle s'est laissée choir petit à petit et le monde lui a tourné le dos. Et en fait, un jeune réalisateur hyper talentueux va arriver, vouloir faire un remake du film qu'elle avait tourné enfant, cette fois-ci en lui donnant le rôle de Jessica, la maman. Elle va finir par accepter en se disant que comme ça la boucle sera bouclée et qu'elle pourra tirer un trait sur cette histoire, et de nouveau il va se passer des choses dramatiques sur le tournage. Voilà en quelque sorte l'histoire. Alors pourquoi j'ai été déçue? Tout d'abord parce que j'ai pas trouvé ça très frissonnant. Il y a quelques scènes, mais je m'attendais à une ambiance beaucoup plus macabre, beaucoup plus mystérieuse, beaucoup plus frissonnante, et ce n'est pas ce que j'ai eu. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un roman très plat. Voilà, pas vraiment de vrai suspense, pas d'ambiance mise en place. J'ai pas réussi à y croire, j'ai pas du tout réussi à y adhérer. Et de plus, c'est vraiment très très répétitif. C'est-à-dire qu'Amber, elle est vraiment en boucle sur ce qui lui est arrivé. Je vais pas redire quoi, sur ce qui a changé sa vie finalement, et on le comprend, mais du coup, elle en parle tout le temps, toutes ses pensées
sont tournées vers ça et c'est tout le temps les mêmes choses qu'elles se répètent et j'ai eu l'impression de lire parfois 10-20 fois les mêmes pages. Du coup, je me suis très vite ennuyée, j'ai trouvé ça très répétitif et j'avais hâte de le terminer. Donc pour moi, ça a été une déception malheureusement, mais j'ai vu beaucoup de très bons avis, donc peut-être que ça vous plaira. Ensuite, j'ai lu un beau pavé, Le cœur singulier de Millie Davis de S.I. Hammond, publié aux éditions Hurlevent. Pour revenir un peu sur la genèse de ce roman, il s'agit d'une nouvelle maison d'édition, les éditions Hurlevent, qui ont été fondées par 3 bookstagrammeuses. On va avoir en premier Mrs. Bookie Hammond, qui est aussi très populaire sur YouTube, qui est à la fois la fondatrice et l'autrice de ce roman-ci. On va avoir Alexia du compte My Book Vision qui s'occupe du graphisme et Marion du compte Par un soir d'automne qui, elle, s'occupe de tout ce qui est correction et lecture de manuscrits. Donc, quand elles ont annoncé leur maison d'édition et quand elles ont sorti le premier roman de leur maison d'édition qui est celui-ci, je me suis empressée de l'acheter déjà par soutien en fait. Je trouve que c'est très courageux de monter une maison d'édition. J'aime beaucoup ce qu'elles font et donc j'avais très envie de les encourager et d'acheter ce roman. De plus, le résumé me parlait quand même pas mal. Alors, déjà, avant d'en parler, je voulais revenir un peu sur Sarah, donc Mrs. Bookie Hammond, l'autrice de ce roman. Je suis Sarah, je pense, sur les réseaux sociaux depuis 1 an et demi, 2 ans, principalement sur YouTube. Maintenant, j'aime beaucoup ses vlogs et j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, son esthétique en fait. Je trouve qu'elle a un amour du beau qui se ressent beaucoup, que ce soit dans son amour de la vaisselle, des vêtements, des meubles, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Elle est aussi très créative, que ce soit en photo, en couture, en écriture forcément, en cuisine, et moi qui ne suis pas spécialement créative, encore une fois c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir dans ses vidéos ou dans les vlogs en général. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admirateurs, d'admiratrices, on pourrait même presque dire des groupies, et j'avoue que moi je suis complètement fan de son univers. À partir de là, quand son roman est sorti, donc je l'ai acheté tout de suite, mais je ne l'ai pas lu tout de suite parce que je n'osais pas trop me lancer. Je ne savais pas trop si ça allait complètement me plaire, puisque je pense qu'on est beaucoup à l'avoir acheté en premier pour soutenir la maison d'édition et pour soutenir ces filles-là. Et les premières critiques ont été tout de suite dithyrambiques, il n'y avait que des critiques hyper élogieuses qui parlaient toutes de coup de cœur. Et donc ça a un peu renforcé, je dirais, mes appréhensions, puisque forcément je me suis demandé, non pas si ces critiques étaient honnêtes, parce que je ne remets pas en question l'honnêteté de ces critiques, mais si le fait que ça... Enfin, vous voyez, quand on apprécie quelqu'un, on a forcément envie d'aimer ce que cette personne fait. Je sais que si demain ma meilleure amie écrit un livre, je vais le trouver forcément génial, même s'il est hyper nul, parce que l'affect rentre en jeu, parce que je l'apprécie forcément et parce que je vais trouver ce qu'elle fait de manière générale super et je vais vouloir la supporter. Donc je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas un risque que les gens soient un peu aveuglés par leur admiration pour Sarah et que ce soit ça qui ressorte finalement dans les critiques. Et j'avais un peu peur, moi, d'être déçue. Il faut savoir qu'elle a écrit un premier roman qui a été auto-édité, Amour, gluten et sororité. Celui-ci, pour le coup, je ne l'avais pas lu, mais j'avais vu énormément aussi d'avis, j'avais vu quasiment que des avis positifs. Celui-là, ce qui m'a décidé à le sortir finalement de ma palle, c'est 2 choses. Déjà la saison, parce que d'après ce que dégageait le roman, de ce que j'en avais compris, ça se prêtait très bien à une lecture en automne. Et ensuite, de manière peut-être un peu paradoxale, ce sont les critiques mitigées qui sont arrivées après. Alors, dans l'ensemble, il n'y a quasiment que des très très bonnes critiques, mais il y a eu quelques critiques négatives qui ont pointé, ce qui est normal comme pour tout roman, ça ne peut jamais plaire à tout le monde. Et du coup, ça m'a donné l'envie de sauter le pas et de le lire pour me faire ma propre idée. Alors, je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. Moi, j'ai adoré ce roman. Ça a été une excellente lecture. J'ai des points négatifs quand même à mentionner. Je vais les mentionner plus tard. Mais dans l'ensemble, ce que je retiens, c'est que ce roman, c'était une bulle de douceur,
j'étais bien pendant que je le lisais, on se sent vraiment ouais, bien, c'est réconfortant, ça met le sourire aux lèvres et on est content quand on le lit et quand on le finit. Et je sais que j'y pensais encore pendant plusieurs jours après. Alors déjà, pour le mentionner, c'est un très beau livre. Vous voyez un peu à l'ancienne, donc c'est un livre relié. Et enfin, il est vraiment, c'est un très très beau travail, surtout pour une maison d'édition nouvelle, qui en tout cas a forcément moins de moyens que des grands groupes. Donc ça, bravo pour le travail fait. Ensuite, pour vous parler un peu de ce que j'ai aimé dans ce roman, il y a tout d'abord la plume. Je trouve que la plume de Sarah est très belle, elle est très douce, elle est très poétique, sans en rajouter, sans faire de phrases empoulées ou alambiquées. C'est pas ronflant, c'est pas pompeux, mais voilà, c'est beau et c'est pas non plus un style hyper simple, hyper basique. C'est quand même assez recherché et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que voilà, c'était très poétique. Et une chose que j'apprécie énormément, c'est que le récit est écrit au passé simple. J'aime pas du tout les romans qui sont écrits au présent. Souvent, je trouve que ça met un peu une distance. Enfin, dans le sens où c'est comme, ça va paraître un peu paradoxal, mais pour moi, c'est un peu comme si on cassait le quatrième mur quand c'est écrit au présent. J'ai l'impression d'être trop proche de l'histoire et en même temps, du coup, d'adhérer moins, donc de prendre la distance. Je ne sais pas si ça fait complètement sens, mais du coup, je me retrouve beaucoup plus dans un roman écrit au passé simple, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on va me raconter une histoire, et c'est ce que j'aime. Et là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est l'écriture au passé, c'est ce que je préfère, et je trouve que ça se prêtait parfaitement à ce roman. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la romance que j'ai trouvée pas niaise du tout, que j'ai trouvée hyper mignonne, qui m'a beaucoup fait sourire, qui m'a vraiment énormément plu. C'est une romance toute douce qui prend son temps, qui se construit petit à petit, sans se presser. Et c'est vraiment des personnages qui vont faire un peu 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ils vont y aller doucement, ils vont se tourner autour, ils sont pas sûrs parce que c'est pas des personnes hyper expansives ou hyper extraverties. Et j'ai trouvé ça vraiment super chou. Donc c'est une très très belle romance vraiment. Et franchement, j'avais vu quelques critiques qui disaient que c'était un peu niais. Alors si c'est ça, être niais, j'adhère complètement. Je suis super niaise. Je préfère 1000 fois lire quelque chose de beau comme ça, de doux, de délicat, que des scènes de sexe vulgaires et dont on n'a absolument pas besoin. Dans ce roman, il y a des petites scènes, on ne peut pas vraiment parler de scènes de sexe, on va dire les prémices, mais c'est vraiment suggéré, c'est avec des belles phrases qui restent dans le sous-entendu, et c'est tout ce que je veux en fait quand je lis une interaction amoureuse entre deux personnes, et j'ai trouvé ça super mignon. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est sa construction. C'est pas un récit linéaire, on va alterner les parties qui sont racontées par Millie Davis, donc à la première personne, avec son journal d'écriture, puisqu'elle raconte, enfin elle note en tout cas ses idées pour le roman qu'elle est en train d'écrire. On va avoir aussi les comptes rendus d'une association montée par sa grand-mère. Donc on a plein de formats différents. On a aussi bien sûr les lettres qu'elle envoie à sa correspondante Lyra ou Laïra. Donc j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait plusieurs formats. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Ça aurait pu être un peu mal fait dans le sens où on est dans une partie de l'histoire et puis d'un coup il y a quelque chose d'autre qui a un autre format de l'histoire qui arrive et du coup on est coupé. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment fluide et que c'était une construction parfaitement menée, alors que c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus facile à faire. J'ai aimé aussi les références littéraires, forcément. Notamment, on fait référence à Jane Eyre, à Jane Austen, à un bûcher sous la neige, qui sont que des romans que j'ai adorés, donc ça me fait toujours plaisir. Et enfin, concernant le personnage de Millie Davis, donc c'est une jeune fille qui est assez introvertie, et ça fait plaisir, je trouve, d'avoir un personnage qui n'est pas badass, qui n'est pas extravagante, qui n'est pas grande gueule.
Moi, en tout cas, c'est quelqu'un dans laquelle je peux plus me reconnaître que voilà, ces personnages hyper extravertis. Donc de ce côté-là, j'ai trouvé ça assez sympa. Et les petits tocs de propreté qu'elle peut avoir m'ont fait un peu rire parce que ça m'a rappelé des personnes de mon entourage également. Donc ça, c'était pour tous les points positifs. Je peux que vous encourager à le lire parce que pour moi, ça surpasse complètement les points négatifs que j'ai mentionnés, mais qui n'en seront peut-être pas que j'ai pas encore mentionné, mais qui n'en seront peut-être pas pour vous. Alors, pour parler des points négatifs, pour moi, ce serait le groupe des mamies qui ne m'a pas touchée, qui m'a plutôt agacée, notamment Daria, que je n'ai pas du tout aimé comme personnage. J'ai pas aimé sa façon de s'exprimer en fait, je trouvais que c'était un peu lourd par moment. Et j'ai pas aimé lire des ptiotes à toutes les phrases. Enfin, c'est sa façon de parler, donc c'est vrai que c'est très caractéristique et elle a vraiment réussi à donner une voix différente à chaque personnage, mais je n'ai pas trop aimé ce personnage-là. Malgré son histoire qui est touchante, hein, mais du coup j'ai pas réussi à me connecter à elle. Ensuite, il faut savoir que déjà de manière générale, j'aime pas trop les personnages de personnes âgées dans les romans. J'aime pas le traitement qui en est souvent fait, qui est des personnes âgées qui sont un peu grincheuses, extravagantes, voire vulgaires, sans gêne, qui savent tout mieux que tout le monde. Euh, je sais pas, j'accroche pas trop à ce genre de personnes. Je demande pas à voir que des mamies gâteaux, mais c'est pas des personnages qui m'intéressent à lire. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça n'a pas marché pour moi. Cependant, c'est vraiment une préférence tout à fait personnelle. Donc, si vous n'avez rien contre les personnes âgées dans les romans ou contre leur traitement, ça peut tout à fait vous plaire. Ensuite, l'autre petite chose que je n'ai pas aimée par rapport à ces personnages, donc elles ont un club d'activistes, un club de véganisme. Elles essaient de promouvoir le véganisme. Et dans ce but-là, elles vont mener une action qui est complètement mensongère et qui, moi, m'a beaucoup déçue. En fait, je trouve que quand on veut faire de la publicité pour une cause aussi noble soit-elle, le fait d'aller tout de suite rechercher le mensonge, la fausseté, c'est quelque chose que je trouve décevant et auquel je n'ai pas réussi à adhérer. Alors, c'est un détail de l'histoire, c'est pas forcément très important, mais j'aurais préféré qu'elles agissent différemment. De la même manière, il y a une autre petite scène qui m'a chiffonnée qui se passe lors du voyage scolaire en Écosse, où à un moment il joue à une sorte de jeu du style action ou vérité. Et le but, c'est que l'un des personnages doit aller voir un homme dans un pub qu'il ne connaît pas et l'engueuler en lui disant « Comment t'as osé me mettre la main aux fesses ?» Et donc le personnage va faire ça, il va aller voir le type, l'engueuler et finir par lui jeter sa bière au visage pour faire bonne figure. Et c'est une scène qui m'a aussi mis mal à l'aise puisqu'on prend un personnage qui a rien demandé à personne, qui est innocent, qui se fait accuser de manière mensongère, qui se fait agresser, puisque un verre au visage c'est quand même très agressif comme réponse. Tout ça pour faire rire son groupe de potes. Voilà, c'est pas un comportement que j'arrive à cautionner et c'est quelque chose qui m'a un peu déçue. Encore une fois, c'est juste une scène, donc ça ne veut rien dire sur l'ensemble du roman que j'ai adoré, mais j'ai pas trouvé ça super sympa. En tout cas, de mon côté, en me mettant à la place du personnage, je me suis vraiment dit le pauvre, il a rien demandé et il se fait agresser, c'est pas cool. Ça, c'était pour donc ces petits points négatifs. Et l'autre petit point négatif, c'est que je trouve que Millie souffre un peu du syndrome que j'appellerais le syndrome de Rory Gilmore, de la série Gilmore Girl, dans le sens où tout ce qu'elle fait va être un peu trop admiré, encensé, même quand elle fait rien d'extraordinaire. Et je trouve que c'est du coup le genre de personnage qui ne vit pas trop dans la réalité, alors que pourtant elle a quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insécurité, mais à chaque fois qu'elle fait quelque chose, les gens vont être là, oh Millie, tu es si singulière, tu es si impressionnante, tu es si, ça, enfin je ne sais plus exactement. Mais du coup voilà, elle est vraiment beaucoup encensée, parfois pour des choses pas forcément extraordinaires. Donc de mon côté, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop. Enfin, pour finir sur un petit point,
La famille de Millie est extrêmement riche dans le roman. Ils vivent dans un appartement, enfin dans une sorte d'endroit qui tient plus du manoir ou du château que de l'appartement. Et d'ailleurs, ils ont chacun leurs petits appartements à eux dans ce domaine. Donc Millie, elle a son salon, son boudoir, son dressing, sa chambre, sa salle de bain de son côté. Et chaque membre de la famille a la même chose. Elle a aussi un chauffeur qui l'accompagne partout. Jamais elle va prendre les transports en commun. Ça va être toujours le taxi, le chauffeur ou un pote qui va faire le taxi. Et je trouve que cet excès d'opulence de la part de la famille de Millie, c'est peut-être un peu trop. En tout cas, ça rend l'identification un peu plus difficile. Même si j'ai apprécié que ce ne soit pas une famille de riches présentée forcément de manière négative, comme c'est souvent le cas. Ce ne sont pas des escrocs, ce ne sont pas des salauds, c'est une famille soudée, elle est attachante, ils ont des bonnes valeurs. Je trouve que ce n'était pas forcément nécessaire à l'histoire qu'elle soit aussi bourgeoise, on va dire. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce roman. Je pense que ça a été très très long. Voilà, j'espère que ce sera bien pris malgré les critiques. En tout cas, comme je le répète, c'est un roman que j'ai adoré. Pour donner une idée, je crois que je lui ai mis 4 ou 4,5 sur 5 sur Babelio, s'il fallait donner une note. J'ai vraiment hâte de lire ces autres romans. J'ai trouvé que c'était un cocon de bienveillance et de douceur. C'est plus un roman d'ambiance que d'intrigue, mais c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir quand même quelques petits défauts. Néanmoins, une lecture que je recommande à 100%. Enfin, pour finir cette vidéo qui me paraît ultra longue, j'ai lu le roman Les Muses d'Alex Michaelides aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman, je l'ai eu à la soirée de remise du prix des lecteurs du Livre de Poche. Il était dans la sélection thriller, il n'a pas gagné, mais du coup on pouvait le récupérer. Et je l'ai pris chez moi. Alors, en discutant un peu avec les membres du jury, la plupart avaient été très mitigés sur ce roman. Et d'ailleurs, en lisant un peu les critiques sur Internet, il y a eu beaucoup de critiques très mitigées, alors que son premier roman avait été encensé. Donc, ça m'a vraiment donné envie de le lire. Dans ce roman-ci, on va suivre Mariana, qui est une psychothérapeute d'origine grecque qui vit à Londres et qui a perdu son mari brutalement un an plus tôt et qui n'arrive pas à s'y faire. Elle va être appelée par sa nièce Zoé qui est orpheline et qui lui demande de venir tout de suite à Cambridge sur le campus de son université parce qu'il y a eu un meurtre et qu'elle est complètement bouleversée. Donc Mariana va aller sur place, va pas découvrir le campus mais va revoir le campus où elle a étudié avec son mari, ce qui peut être très douloureux pour elle puisque forcément tout lui remémore les temps heureux. Et en même temps, elle va décider de mener un peu l'enquête sur ces meurtres, parce que finalement il va y en avoir d'autres. Et ce qui la surprend surtout, c'est que tous les meurtres font partie, enfin toutes les personnes qui décèdent sont des personnes qui faisaient partie d'une bande qui s'appelle les Muses et qui sont un groupe secret organisé par un professeur très très charismatique, mais dont Mariana et Zoé sont persuadées qu'il est le tueur. Donc à partir de là, Mariana va être complètement obsédée par l'idée de le démasquer, de le dénoncer et d'être sûre qu'il n'arrive rien à Zoé, parce que forcément elle a peur pour sa nièce. Alors, par rapport à toutes les critiques mitigées que j'ai lues, franchement pour moi c'était quand même une bonne lecture. Comme je l'ai déjà dit, je pense dans d'autres vidéos, je suis assez facile en thriller, donc je suis très bon public, je dévore souvent les thrillers. Celui-là d'ailleurs, je l'ai lu en 24 heures. Du coup, je sais pas si je suis pas vraiment une référence parce que j'ai pas des très grandes exigences par rapport à des personnes qui lisent énormément de thrillers. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Pour le coup, on est en plein dans une ambiance Dark Academia. J'ai trouvé que l'ambiance de Cambridge était très bien retranscrite. On se croyait vraiment dans les lieux. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. J'ai aimé l'enquête aussi. J'avais mes petites idées sur ce qui s'était passé, mais ça me semblait beaucoup trop gros. Et finalement, j'étais pas trop loin de la vérité, ce qui paradoxalement m'a déçue, puisque comme dit, moi j'avais imaginé ça parce que je me suis dit allons au plus tordu, au plus improbable. Et finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment trop gros, trop tordu, un peu trop malsain pour moi.
Donc ce côté-là, la résolution de l'enquête m'a un peu déçue. Et en même temps, je vois pas trop ce que ça aurait pu être d'autre en fait. Disons que ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais été peut-être déçue aussi. Donc voilà, ce côté-là ne m'a pas trop plu. Et ensuite, l'autre chose que je n'ai pas trop aimé, c'est que Mariana va rencontrer un personnage que personnellement j'ai suspecté parce que je le trouvais hyper bizarre. Il est très très insistant avec elle, il la drague, il veut l'emmener boire un café, il veut ci, il veut ça avec elle, alors qu'elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée, elle est beaucoup plus âgée que lui, elle est en deuil, et il est vraiment très insistant au point de la suivre, sauf que ce personnage n'est pas du tout présenté comme étant problématique. Moi, je le suspectais à fond pendant le roman, et en fait, alors désolé, je spoil peut-être un peu, mais du coup, c'est un personnage considéré comme aidant du personnage principal, et ça m'a vraiment dérangée parce que je l'ai trouvé malsain, et c'est pas normal de présenter un personnage comme ça, comme étant chou ou comme étant protecteur envers Mariana, alors qu'il efface complètement toute notion de consentement, qu'il en a rien à faire de ce qu'elle dit, et qu'il est persuadé qu'ils ont un grand avenir parce qu'il l'a vu, qu'il a un don d'intuition, qu'il est sûr qu'il va l'épouser, et donc du coup il force son oui. Donc ça, c'est un personnage qui m'a quand même beaucoup dérangée, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le roman a eu des critiques mitigées. J'ai pas trop aimé la fin non plus, même si je me demande si elle appelle pas soit à une suite, soit de ce que j'ai compris, ça fait référence au premier roman, donc il faudrait peut-être que je le lise. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé voilà, tout ce qui est autour de la résolution de fin m'a gêné, mais sinon le roman dans son ensemble m'a quand même plu. Voilà, j'ai fini donc mon update lecture, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura quand même donné envie de lire ces romans. En tout cas, si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire, n'hésitez pas à me le dire. À bientôt!